Alors donc la prochaine intervention, donc c'est avec Marc Pousset. Je me suis trompée tout à l'heure. Isabelle interviendra tout à l'heure. En fait, Marc devait être présent parmi nous de la Redoute, mais il est souffrant, donc il préfère rester chez lui plutôt que nous contaminer. Et on le remercie de tout de même Je n'ai pas de son, Isabelle. participer. Est-ce que tu m'entends là? Ah voilà, là c'est bon, impeccable. Super. J'étais en train de dire que tu étais un petit peu souffrant et donc tu préférais rester à Lille, ce que je peux comprendre. Tout à fait. Donc voilà, donc il me paraissait moins intéressant. Donc le sujet de cette intervention, c'est la fiche produit, le socle du data management pour les acteurs de la filière habillement. Marc Pousset, tu es Head of Product Data chez La Redoute. Moi, il me paraissait intéressant de pouvoir interroger quelqu'un de chez La Redoute. Pourquoi? Parce que j'ai découvert très récemment, en fait, ils avaient plusieurs activités. On les connaît évidemment pour leur site e-commerce, leur marketplace, des magasins physiques avec des marques comme AMPM. Et puis, ils font du wholesale et évidemment leur marque propre. Donc, je me suis dit, mais comment ils font pour gérer toute leur data, leur référentiel produit en étant à la fois grossiste, retailer, e-commerçant, marketplace. Donc voilà. Donc tu vas nous en dire plus. Et avant que je te laisse te présenter, tu m'as dit ta mission, c'est repenser le process de publication de la donnée produit. Tout à fait. Entre autres, on va dire le process de publication au global. En fait, je suis en charge des projets de transformation des systèmes de publication au niveau du commerce. Donc, qui inclut à la fois des projets de replatforming de nos interfaces marketplace et de l'ensemble de nos outils de gestion de la publication. Et bien sûr, dans ce périmètre-là, il y a la gestion de la donnée produit depuis son acquisition jusqu'à sa diffusion sur nos différents canaux. Hein, citer bien sûr le site web, mais il y a également en effet les magasins et les reverse marketplace, puisqu'on est également présent sur le site des Galeries Lafayette. D'accord. Et du coup, l'enjeu, comment la donnée vient dans les différents systèmes de data management chez La Redoute? Alors, biais. Tu l'as cité, on a une problématique qui est finalement assez complexe, puisqu'on a vraiment des multiples sources de données produits. On a bien évidemment notre activité où on va concevoir nos propres produits, avec nos marques propres, Redoute Collection pour la partie habillement, Redoute Intérieur et MPM pour la partie ameublement, et sur lesquels c'est nous qui générons la donnée produit, et on a donc finalement les équipes Redoute vendeurs qui vont venir générer cette donnée. La seconde activité, c'est l'activité wholesale, en effet, où on vient acheter des marques nationales et sur du stock porté. Et puis, en effet, l'activité marketplace. Pour avoir une idée de volumétrie, aujourd'hui, on va gérer à peu près 13 millions d'articles sur la plateforme. Donc, on est sur des volumes de données qui sont assez élevés. Et finalement, du fait de la diversité de ces différentes sources de données, on a bien évidemment des problématiques pour arriver à consolider une fiche produit qui soit la plus pertinente possible pour nos clients. Alors, quand c'est nous qui maîtrisons 100% de la donnée, comme c'est le cas pour nos marques internes, pas de problème, j'ai envie de dire, quelque part, on est 100% en contrôle. Mais dès qu'on va commencer à venir acquérir de la donnée de source extérieure, donc de nos vendeurs marketplace, de notre activité wholesale où on vient saisir de la donnée produit, voire de catalogueurs tiers, eh bien, on a une problématique de déduplication de cette donnée, puisqu'on peut recueillir parfois 5-6 sources de données différentes pour un même G-Team. Donc, c'est bien aujourd'hui le G-Team qui nous sert finalement de pivot de déduplication de cette donnée et qui va nous permettre d'arbitrer pour un produit, pour un article, de décider quels vont être les éléments, les attributs qu'on va décider de maintenir pour consolider finalement une master data product et qui va nous permettre d'avoir une donnée la plus exhaustive possible et la plus qualitative possible pour notre client. Et qu'est-ce qui vous fait décider que c'est l'une donnée et pas l'autre qui est la plus fiable? Alors,
Aujourd'hui, on se base finalement sur la qualité de nos catalogueurs. On a un peu plus de 800 vendeurs côté marketplace. Comme je le disais, on a aussi Redoute Vendeur, qui est notre 801e vendeur, qui est un peu particulier évidemment dans le paysage. Et donc finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un système de ranking, tout simplement, de nos catalogueurs. On sait qu'on a certains de nos vendeurs marketplace qui sont également catalogueurs, donc qui nous envoient de la donnée produit. Avec, on va dire, un niveau d'exigence et un niveau de maturité sur le domaine de la gestion de données produits très élevé. Et donc, généralement, ces catalogueurs-là, on sait que dans la grande majorité des cas, ils vont avoir une donnée produit extrêmement exhaustive et extrêmement bien structurée. On sait que on a d'autres vendeurs marketplace qui sont un petit peu moins bons élèves, on va dire, et qui peuvent nous envoyer de la donnée produit un petit peu moins qualitative. Et bien, finalement, on va gérer un ranking de ces catalogueurs et il y a un arbitrage qui va se faire au moment où l'ensemble des données produits vont arriver pour un même GTIN. On va prendre d'abord en priorité les données du catalogueur le mieux ranké. Généralement, c'est Redoute Vendeur. Ça nous permet aussi d'avoir, pour les produits qu'on commercialise en wholesale, d'avoir une uniformité au moins dans les médias, dans les descriptions. Et puis ensuite, on va venir compléter ces fiches produits avec les données des catalogueurs, je dirais, de rang, de second rang, de troisième rang, etc. Donc, c'est bien un système de ranking sur la qualité de données de nos catalogueurs. Alors, la Redoute, vous avez participé à l'élaboration de la fiche produit standard prêt-à-porter chez GS1. Ce n'était pas toi, c'était ton prédécesseur. Aujourd'hui, vous utilisez encore de l'Excel pour mettre des produits en vente chez la Redoute? Alors, j'ai envie de dire malheureusement oui. On a entamé le processus, on va dire, de restructuration de notre chaîne de publication. On l'a entamé il y a pas si longtemps que ça, et ça demande une grosse transformation au niveau je dirais, de l'ensemble de nos systèmes d'information. Donc, on a d'abord entamé cette transformation du socle pour être en capacité de traiter la donnée produit correctement. Donc, côté Redoute Vendeur, on utilise encore de l'Excel. On est en train de mettre en place les outils qui nous permettront à terme de ne plus utiliser d'Excel, de pouvoir récupérer de la donnée directement et de l'injecter directement dans le système. Malheureusement, aujourd'hui, on en utilise encore. Ça, c'est pour la partie, je dirais, Redoute Vendeur. Après, pour tous nos fournisseurs de données externes, hein, que ce soit nos vendeurs marketplace principalement, voire nos catalogueurs professionnels, dans ces cas-là, évidemment, on n'utilise pas de l'Excel, on vient intégrer directement les données dans notre système d'information et on vient effectuer ces opérations de déduplication. Sous le même format, tout de même? Alors, sous le même format, oui. En fait, on utilise aujourd'hui notre taxonomie comme finalement la manière d'uniformiser ce qu'on va demander à nos vendeurs et à nos fournisseurs de données. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement contraignant pour nos fournisseurs de données, hein, puisqu'ils doivent finalement se conformer à notre structure de catalogue qui, comme vous l'imaginez, et comme c'est sûrement le cas pour beaucoup de retailers et beaucoup d'e-commerçants, qui est spécifique et assez spécifique finalement à chaque entreprise. Et du coup, ça engendre quoi, le fait qu'ils doivent se conformer à ton data model? Alors, évidemment, ça engendre, j'ai envie de dire, un gap à l'entrée assez important. Concrètement, aujourd'hui, pour intégrer des nouveaux vendeurs, c'est un processus qui peut prendre jusqu'à plusieurs mois pour des vendeurs qui n'ont pas ni le système d'information, ni la donnée produit qui est déjà structurée. Donc, ça va engendrer forcément un délai dans notre capacité à intégrer rapidement des nouveaux vendeurs. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a aussi une grosse partie de nos vendeurs qui passent par des hubs d'intégration, hein, type je ne sais plus, Lengo, etc. Et donc, forcément, ça va générer des coûts chez eux, puisqu'ils doivent rémunérer ces acteurs pour finalement créer la passerelle entre, d'un côté, leur structure de catalogue produit et de l'autre côté, notre structure de catalogue produit, notre data model. Donc, bien évidemment, ça génère du temps d'intégration. Donc, quelque part,
une perte de business pour l'ensemble, pour la Redoute, mais aussi pour ces marchands, et puis des coûts additionnels. Oui, bon, j'ai envie de dire aux distributeurs d'utiliser la fiche produit standard GS1, hein, ça faciliterait en fait l'embarquement des marques et d'accélérer le time to market. Hein, quand en fin d'année, vous avez un super produit qui passe devant vous, mais il faut 3 semaines pour qu'il soit dans vos rayons physiques ou en ligne, alors que vous en avez besoin 2 jours après pour une opération commerciale. Voilà, il y a un manque à gagner et il y a beaucoup de stress inutile pour tout le monde. Oui, tu m'avais parlé d'une problématique de taxonomie commune aussi. Chacun a sa propre taxonomie, donc c'est… Tout à fait. Alors, la taxonomie commune, j'ai envie de dire, je pense que pour tous les acteurs qui vont manier de la donnée produit et devoir intégrer différentes sources de données produits, la problématique de disposer d'un référentiel commun et standardisé, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve au cœur de l'ensemble des problématiques. Justement pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est que quelque part, qui dit ne pas avoir de taxonomie, de structure commune, va forcément rendre plus compliqué l'intégration entre les différents systèmes et va générer des coûts additionnels. Donc, tout l'enjeu, il est bien de disposer d'un référentiel commun et finalement, quelque part, moi, je le vois comme simplement avoir un langage commun. C'est comme 2 personnes qui ne parlent pas la même langue, forcément, ça va être plus compliqué. Elles vont finir par réussir à communiquer, mais ça va forcément prendre plus de temps que si elles parlent la même langue dès le départ. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu un Graal, mais qui reste quand même assez compliqué, puisque bien évidemment, même s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont communs et qu'on peut structurer, j'ai envie de dire, de la même manière au sein des catalogues, tout ce qui va être données logistiques ou des données techniques autour des produits, il y a toujours quand même des spécificités et des niveaux d'expertise qui sont reflétés via cette taxonomie. Parce que, évidemment, aujourd'hui, par exemple, la Redoute, qui a deux cœurs d'expertise, qui sont donc la mode et la maison, va avoir une structure de taxonomie sur ces 2 verticales qui va être beaucoup plus développée que des acteurs qui sont, par exemple, spécialisés sur l'alimentaire ou même qui sont beaucoup plus généralistes. Et donc, c'est la difficulté de trouver à la fois un équilibre entre le bon niveau d'information pour avoir une exhaustivité et un socle commun, et en même temps, tout en préservant la spécificité du secteur et la spécificité de l'entreprise, parce que c'est aujourd'hui, la donnée produit est aussi un asset de différenciation pour se positionner, que ce soit, si je parle du web par exemple, en termes de SEO ou même sur l'optimisation des campagnes marketing, la donnée produit va avoir un impact très très fort. Alors justement, tu parles de SEO. En quoi le GTIENT était utile pour tes campagnes marketing? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est une composante nécessaire des campagnes marketing, puisque si je prends l'exemple de Google Shopping, ça fait partie des critères qui sont, j'ai envie de dire, nécessaires pour publier correctement une offre sur Google Shopping. Donc ça reste un élément clé. On a l'avantage, parce que Google nous met à disposition un certain nombre d'outils pour contrôler la qualité de notre donnée produit qu'on va envoyer vers leur système, et notamment dans la console Google Merchant Center, on a la capacité à voir finalement la qualité de notre donnée produit et également évidemment les problématiques qu'on peut rencontrer sur des formats de GTIN qui ne seraient pas corrects. Donc nous, ça nous permet d'identifier quelque part s'il y a des problématiques autour de cette qualité de données produits et de format GTIN, pour pouvoir faire les corrections en amont et demander à nos catalogueurs de nous fournir le niveau de données correct. La logique qu'on est en train de mettre en place, aujourd'hui on est en train d'opérer une grande transformation de nos systèmes d'information avec le déploiement de notre nouvelle plateforme Marketplace pour nos vendeurs. On va aussi profiter de cette occasion pour finalement augmenter
le niveau d'exigence qu'on va avoir par rapport à nos fournisseurs de données produits et finalement effectuer ce qu'on faisait très peu jusqu'à aujourd'hui, effectuer des contrôles de qualité de données en amont de la diffusion dans nos systèmes. Jusqu'à présent, on n'était pas forcément outillé pour être en capacité d'effectuer des contrôles, par exemple sur le format JETIN. Et donc, on laissait parfois passer des valeurs un petit peu étranges qui n'avaient rien à voir avec un JETIN, mais les vendeurs nous envoyaient ça. Aujourd'hui, on va être en capacité de faire ce contrôle à l'entrée, ce qui fait qu'on aura une donnée qui va être beaucoup plus qualitative et normalisée. D'accord. Tu m'avais dit que j'ai perdu mon mot. Oui, donc il y a la data quality, donc c'est un enjeu évidemment majeur chez La Redoute. Je t'avais parlé des projets chez GS1 de la base de données mondiale des produits. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait pour pouvoir valider cette donnée et cette fiabilité? Tout à fait. Alors, c'est des choses, évidemment, on regarde ça de très près. On est évidemment extrêmement intéressé par ce genre d'initiative, puisque, comme je le disais, et comme tu l'as dit juste avant, la donnée produit est un asset essentiel parce que il va impacter directement la satisfaction client, le taux de transformation dans un premier temps sur le site web, et puis derrière, évidemment, tous les indicateurs de, je dirais, satisfaction client au global, que ce soit le NPS, le taux de retour ou le taux de contact auprès de notre service de relations clients. Donc tout ça, finalement, cette donnée produit a un impact direct sur la performance opérationnelle de l'entreprise et sur la satisfaction client. Juste à titre d'exemple, on a aujourd'hui plus de 20% des demandes auprès de notre service client qui concernent de l'information produit manquante. Donc, c'est assez énorme sur le volume de contacts que vous pouvez imaginer. Donc, bien évidemment, être en capacité de récolter cette donnée et d'avoir cette donnée, je vais appeler ça de la donnée technique sur le produit de manière accessible, mise à jour et finalement validée, tamponnée soit par les marques directement, soit par les distributeurs. C'est une vraie valeur ajoutée. L'autre avantage de ça, c'est que si on passe moins de temps, si les équipes passent moins de temps à saisir de la donnée produit qu'on peut trouver de manière standardisée aujourd'hui, j'ai envie de dire, soit dans des bases comme celle de GS1, soit chez des catalogueurs, ça veut dire qu'on peut consacrer plus de temps à rédiger du contenu marketing différenciant. Clairement, je le disais, il y a bien évidemment, sur l'ensemble de la donnée sur un produit, il y a évidemment des données, j'ai envie de dire, qui sont nécessaires à l'achat, qui sont des caractéristiques détaillées. On va retrouver, à titre d'exemple, le poids, la couleur, les dimensions, etc. Et finalement, quelque part, là, ce qu'attend le consommateur, c'est une information précise, détaillée, mais il n'y a pas vraiment de différenciation. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez l'ensemble des distributeurs, chez l'ensemble des e-commerçants. Par contre, là où on peut faire la différence, et ce qui a aussi un impact sur le référencement naturel, c'est finalement toute la partie de description marketing qu'on va pouvoir amener autour du produit. Mais pour créer ces éléments de description marketing différenciants, encore faut-il avoir le temps et ne pas perdre du temps à venir récolter déjà de la donnée produit qui est normalisée et qui existe par ailleurs. Donc oui, bien évidemment, ce sont des choses qui nous intéressent très fortement, avec toujours cette difficulté d'avoir une taxonomie normalisée pour être en capacité de l'intégrer. Donc, soit une taxonomie normalisée, soit des outils de mapping qui vont nous permettre finalement de créer cette passerelle entre ces bases de données, ces catalogueurs et notre base de données produit. Tout à fait. Alors, nous, chez GS1, il y a une taxonomie, il y a une classification des produits qu'on appelle la GBC. Yes. Pour Global Product Classification. Je ne sais pas si elle est adaptée au monde du textile et du prêt-à-porter, mais elle est toujours peut-être améliorable, je ne sais pas. Je m'engage peut-être trop. Mais en tout cas, ça existe quelque part. Et le deuxième point, c'est ce que tu dis sur
En effet, nous, les marques, c'est ce qu'elles nous disent beaucoup, c'est que le temps incroyable qu'elles passent à fournir, mais juste l'information basique de leurs produits à leurs clients distributeurs, c'est du temps en moins à enrichir la data, à mettre du contenu enrichi, à faire des vidéos, à décrire de façon plus fine le produit. Et ça, évidemment, ça joue aussi sur la différenciation, peut-être pas selon les canaux de distribution, et deux, évidemment, sur le chiffre d'affaires, parce que plus tu donnes envie Tout à fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez une idée de KPIs, de perte de chiffre d'affaires par rapport à ça, ou est-ce que vous pourriez faire plus en termes de chiffre d'affaires si, en termes de complétude, de données produits, vous aviez, mais... Alors, donner des KPI précis, c'est quelque part, c'est compliqué. Puisqu'on se parle d'une perte d'efficacité opérationnelle ou d'un manque à gagner et pas d'une perte directe. Je pense que, en effet, alors est-ce qu'il y a du business additionnel à aller chercher grâce à la mise à disposition et à l'accès à cette donnée normalisée et complète? C'est évident, avec différents éléments que j'ai déjà cités. La vitesse de publication de nouveaux produits et de nouvelles offres sur le site, l'amélioration de l'information client et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle avec une baisse du nombre de contacts, de contacts par commande auprès du service client, etc. Donc, j'ai envie de dire, ce qui est difficile dans la quantification précise de l'impact que peut avoir la donnée produit sur l'ensemble de l'entreprise, c'est que finalement, la qualité de la donnée produit et la manière dont elle transite dans les systèmes et dont elle est normalisée a un impact sur l'ensemble de l'entreprise et pas uniquement sur un indicateur précis. Et finalement, les effets qu'on va pouvoir retrouver bénéfiques ou à l'inverse négatifs si jamais on travaille de manière trop artisanale, ils sont difficilement quantifiables. Et c'est bien le sujet, c'est que j'ai pu m'en rendre compte et je le vois parfois, c'est que ça reste des sujets qui sont compliqués à appréhender parfois pour le top management parce que justement les impacts de la qualité de la donnée produit sur l'ensemble de la performance de l'entreprise sont justement difficilement quantifiables. Je peux expliquer que si jamais j'améliore la qualité de mon information produit au global, je vais réussir à faire baisser mon nombre de contacts auprès de la relation client, mais je dois additionner ça à tout un ensemble d'autres KPI pour avoir une vision globale. Donc finalement, il y a une approche qui est assez pragmatique là-dessus, en tout cas à la Redoute. On est convaincu en interne que la qualité de la donnée produit est un enjeu majeur de l'entreprise, déjà aujourd'hui, mais aussi dans les années à venir. L'interopérabilité des systèmes est également un enjeu majeur, et on s'en rend compte aussi. On est voilà, avec le rapprochement qu'on a avec les Galeries Lafayette actuellement, on essaye aussi de venir mettre en commun nos bases produits, mettre en commun nos taxonomies. On se rend compte de la difficulté qu'on peut avoir là-dessus. Donc, on reste totalement, en tout cas, convaincu que ce sont des enjeux majeurs. Maintenant, encore une fois, la difficulté, c'est que, étant donné que ça va toucher l'ensemble de l'entreprise et l'ensemble de la chaîne de publication, toute modification va évidemment avoir des répercussions et des impacts. Lorsqu'on fait une évolution de taxonomie, par exemple, un changement de catégorie ou une modification d'attribut, eh ben on sait que potentiellement, on va impacter en amont plus de 800 vendeurs et on va impacter en aval l'ensemble des canaux qui vont consommer cette donnée, les sites web, les magasins, nos outils de data et de BI, d'autres outils internes sur la gestion, par exemple, du pricing ou de la promotion. Et donc, finalement, on est sur quelque part un pivot qui est extrêmement stratégique et finalement extrêmement sensible. Est-ce que tu penses que c'est une des raisons pour laquelle finalement les sociétés plus anciennes ont du mal à bouger parce qu'elles ont des systèmes anciens et que changer une virgule dans un système, ça a des répercussions sur toute la chaîne et sur plusieurs services?
Alors clairement, je pense qu'il n'y a aucun acteur qui pourra dire que le poids du legacy et de la technique et de la dette technique qu'on peut avoir sur nos outils n'a pas d'impact sur cette capacité à changer et à implémenter des nouveaux standards. Donc ça, c'est clair que ça fait partie c'est une des raisons de la difficulté. Je dirais la partie purement technique, oui, en effet, finalement, encore faut-il que nos systèmes soient en capacité finalement de gérer ces changements, de gérer éventuellement des formats complexes d'attributs. Voilà, aujourd'hui à la Redoute, par exemple, on n'a pas de PIM. Donc on a un MDM, un Master Data Management, qui nous permet de gérer notre taxonomie et voilà, qu'on fait évoluer aujourd'hui pour pouvoir appréhender des nouveaux formats d'attributs, intégrer de la donnée mieux structurée. Et en effet, on a quand même un poids du legacy technique, IT, qui limite en tout cas la vélocité à implémenter ces changements. L'autre point, en tout cas les deux autres points, je dirais, qui sont de l'interdépendance qu'il peut y avoir entre cette structure de taxonomie et l'ensemble des systèmes qui vont la consommer. Lorsqu'on touche en effet une virgule, on va impacter peut-être des dizaines de systèmes au sein de l'entreprise qui vont s'appuyer sur cette taxonomie, soit pour sortir par exemple des rapports d'exploitation qui vont servir au marché à piloter leur activité, des outils d'e-merchandising qui vont s'en servir pour faire des filtres ou du search sur le site. Et donc, toute modification demande une prise en compte de l'ensemble des effets de bord et l'ensemble des répercussions. Et puis, je dirais que le troisième facteur qui rend parfois difficile la mise en place de ces standards, c'est en tout cas ce qu'on peut voir parfois à la Redoute, ce sont aussi des facteurs culturels. C'est vrai que la compréhension de ce à quoi sert la donnée produit et sert la taxonomie au sein de l'entreprise n'est pas toujours perçue par tout le monde. Donc, chacun va avoir sa vision. Voilà, les marchés vont nous dire, moi, ça me sert peut-être, les acheteurs vont dire, moi, ça va me servir à générer mes commandes fournisseurs. Et donc, finalement, la donnée un peu riche, marketing, ne vont pas avoir conscience de l'impact que ça peut avoir. Les équipes e-merchandising, quant à elles, vont plutôt dire, moi, la donnée me sert principalement à alimenter mes filtres, à alimenter mon search ou mes outils de recommandation produits en front sur le site web, et donc ne vont pas avoir forcément conscience que les catégories en amont sont aussi la porte d'entrée qu'on va présenter à nos vendeurs, et donc que leur granularité va aussi impacter la facilité d'intégration des vendeurs et des catalogueurs tiers. Donc finalement, cette difficulté culturelle, il faut faire beaucoup de change, il faut faire beaucoup de pédagogie pour aller expliquer à l'ensemble de l'entreprise finalement l'importance stratégique à tous les niveaux que peut avoir la donnée produit et la structure de taxonomie. Et alors, qu'est-ce qui doit primer selon toi, puisque c'est toi qui gères la donnée produit chez la Redoute? Alors, qu'est-ce qui doit primer à quel niveau? Quel service on doit écouter pour répondre à quel besoin et répondre à quelle problématique? Alors, j'ai envie de dire que ce qui compte, c'est d'être orienté client. Donc, ce qui compte avant tout, bien évidemment, c'est l'expérience qu'on va offrir aux clients. Donc, je pense qu'il est absolument vital de systématiquement se dire quelle est l'information qui est attendue et quelle expérience je veux offrir à mon client. Une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, il faut se demander aussi qui sont nos clients. Nous, en tant que marketplace, on a bien évidemment des clients consommateurs sur nos sites web, dans nos magasins, sur nos reverse marketplace. Mais nos clients, ce sont aussi nos vendeurs marketplace. Parce que nos vendeurs marketplace, aujourd'hui, ils amènent du business de par la diversification de l'offre qu'ils permettent, mais aussi parce que, évidemment, on touche des commissions sur les ventes qui sont opérées sur la plateforme. Et donc, quelque part, nos clients, ce sont aussi ces vendeurs marketplace. Et finalement, j'ai envie de dire, quel est le poids de l'un et de l'autre? Je pense que les deux doivent être considérés au même niveau, parce que aujourd'hui, en tout cas, bien évidemment, sans nos consommateurs finaux, on ne vend pas de produits et j'ai envie de dire, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de Redoute, il n'y a rien du tout. Mais sans nos vendeurs marketplace, faut aussi se dire que la Redoute ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, finalement, penser client,
mes clients, à la fois clients vendeurs marketplace et clients consommateurs. Ok. Est-ce qu'il y a des questions en salle? Pas de questions. Oui. Attends, juste un instant. On va donner un micro. Bonjour. Bonjour, Huguepit, je travaille comme conseil en e-commerce. Et je voulais vous poser... Excusez-moi, j'entends pas la question. Je vais retirer mon main, ce sera peut-être plus simple. Vous m'entendez là? Oui, c'est mieux. Oui. Vous m'entendez? À peu près. Moi, je vais essayer je vais tendre l'oreille. Être simple. Non, ma question, elle est sur l'impact sur l'expérience client et la conversion. Vous n'avez pas fait d'A/B testing pour voir la qualité d'une fiche produit, quel impact sur la conversion précisément? Alors, on fait beaucoup d'A/B tests. À ma connaissance, on n'a pas fait d'A/B test spécifiquement là-dessus. Ce qu'on a commencé à analyser, c'est plutôt de regarder, d'essayer de faire un comparatif, mais c'est plutôt de la BI finalement. De regarder le taux de complétude de certaines fiches produits ou la qualité de certaines fiches produits et de le mettre en corrélation avec des indicateurs comme le nombre de fiches produits vues ou même le taux de transformation. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a une corrélation claire entre la qualité d'une donnée produit qu'on peut avoir, la complétude de cette donnée produit et les indicateurs de performance comme le TTR. Donc, on n'a pas fait directement d'A/B test. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme je disais, les sujets on va dire, de normalisation de la donnée produit sont des sujets qui sont ouverts depuis peu à la Redoute. On a eu beaucoup de choses à transformer avant de pouvoir en arriver là. Et en effet, aujourd'hui, on regarde comment on peut essayer de contourner certaines barrières techniques qu'on a, notamment au niveau des sites web, pour venir afficher cette donnée de manière beaucoup plus structurée. Donc, quand on aura la capacité et quand on aura recueilli cette donnée de manière beaucoup plus structurée, en effet, il est très probable qu'on fasse des A/B tests pour finalement valider s'il faut généraliser cette approche-là ou s'il faut simplement se cantonner à quelques catégories à très forte valeur ajoutée. Merci. Merci. Je voulais revenir, peut-être allez-y si vous avez des questions dans la salle. Tout à l'heure, tu parlais vous n'avez pas de PIM. Est-ce que tu peux, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, rappeler ce qu'est un MDM et un PIM et pourquoi est-ce que tu as besoin d'un PIM Alors, le PIM, c'est le système qui va permettre de gérer la donnée produit, hein, Product Information Management. Alors maintenant, on parle même de PXM, de Product Experience Management. C'est finalement l'outil qui va me permettre à la fois de gérer ma taxonomie, donc ma structure de catalogue, hein, donc mes catégories, mes attributs, mes valeurs d'attributs qui sont rattachés, les formats d'attributs qui constituent finalement la colonne vertébrale de mon catalogue produit et qui va me permettre derrière de faire de l'enrichissement sur cette donnée produit. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les fonctionnalités possibles autour d'un PIM, mais ce qu'on constate, c'est que finalement, il est de plus en plus nécessaire je dirais, d'adapter l'information produit au canal de diffusion. Alors, ça semble complètement évident quand on le dit comme ça. Mais c'est vrai que quand on envoie, en tout cas, à la Redoute, on est des e-commerçants avant tout. Et quand on a commencé, par exemple, à ouvrir des magasins, on s'est rendu compte que ce serait intéressant de pouvoir mettre en place de manière dynamique des étiquettes en magasin pour ne pas avoir à faire de l'étiquetage manuel. Et sur cette étiquette, on peut remonter de l'information produit, de l'information prix, etc. Et là, on s'est rendu compte que, bien évidemment, la description telle qu'elle est présentée aujourd'hui sur le site web n'est pas pertinente pour un affichage magasin. Et donc, à ce moment-là, vient la nécessité de finalement créer de l'information produit qui soit spécifique à un canal. Typiquement, le PIM, c'est ce qu'il va permettre de faire. Et il va permettre aussi, du coup,
de gérer cette base d'informations autour de mon produit et de ne venir alimenter les canaux qu'avec l'information dont ils ont besoin. Il y a aussi une logique, je dirais, de performance des systèmes d'information, puisque si je reprends l'exemple de mon étiquette magasin, je n'ai pas besoin d'envoyer l'exhaustivité des attributs produits pour faire mon étiquette magasin. Peut-être que j'ai besoin d'envoyer une description et 2-3 attributs et que ce sera suffisant. Et donc, je ne vais pas venir surcharger les systèmes en lui envoyant une information dont il n'a pas besoin. Donc, finalement, cette logique de contexte d'exposition de la donnée, de créer de la donnée spécifique à un canal et de l'exposer uniquement aux canaux qui en ont besoin, c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Et bien évidemment, il nous faut des outils pour le faire. Aujourd'hui, on n'a pas de PIM pour des tas de raisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet de déploiement. C'est simplement que, comme je le disais tout à l'heure, on doit d'abord reconstruire les fondations de notre système de publication avant de pouvoir traiter la partie d'enrichissement de la donnée produit. Mais c'est bien évidemment un sujet qui est dans les roadmaps pour les années à venir. Et quand on parle du MDM, alors le MDM, Master Data Management, c'est un système un peu générique qui va nous permettre finalement de collecter quand même, alors tel qu'on l'utilise à la Redoute, de collecter la donnée produit, de créer une master data sheet, une fiche produit master, et puis on s'en sert aujourd'hui aussi pour gérer cette fameuse taxonomie, cette fameuse structure de catégories, d'attributs et de valeurs d'attributs, la fameuse colonne vertébrale de notre catalogue produit. On le gère aussi dans le MDM. Pourquoi on avait fait le choix d'un MDM plutôt que d'un PIM à l'époque? C'est que finalement, ce dont je parlais tout à l'heure, la spécificité du modèle Redoute avec la marque interne, de l'activité wholesale et de la marketplace, on a été une des premières entreprises à avoir cette problématique de fusion, de déduplication de données produits. Et à l'époque, il n'existait pas encore vraiment de système qui permettait de réaliser cette opération dans un outil, je dirais, standardisé d'éditeur du marché. Et donc, on a utilisé le MDM, un peu cette boîte à outils au niveau de la gestion de la donnée, pour créer en mode un peu custom, un peu sur mesure, les algorithmes de déduplication de cette donnée produit. Ce qui nous a permis très rapidement de pouvoir proposer à nos clients sur le site des fiches produits, une fiche produit centralisée avec une multitude d'offres associées. Et on se rend compte d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup de retailers qui lancent leur marketplace et qui finalement rencontrent cette même difficulté à avoir cette donnée produit dédupliquée. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de le faire de manière beaucoup plus standardisée. Pour ne pas les citer, Miracle, le CMS Marketplace, offre aujourd'hui dans une de leurs briques fonctionnelles cette opération de déduplication. Et du coup, on va dire qu'il n'y a plus forcément la nécessité de développer ces algorithmes et ces opérations dans des systèmes maison. Mais il y a encore quelques années, ce n'était pas forcément le cas, le marché n'était pas aussi structuré. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, très bien, oui. C'est très clair. Donc en fait, dans la boîte à outils d'un data manager, c'est un MDM, un PIM, quoi d'autre? Si tu avais des conseils à donner à tes homologues qui nous écouteraient. J'ai envie de dire tout dépend de la problématique. Tout va dépendre de la problématique. Je pense qu'il n'y a pas une réponse standard et c'est bien pour ça qu'il y a autant de systèmes d'information qu'il y a d'entreprises. C'est qu'il n'y a pas une réponse standard à un problème qui est spécifique à chaque entreprise. Je pense que ce qui détermine ça, il y a deux aspects clés. Il y a le modèle en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas pareil si vous êtes une marque qui ne va commercialiser que son offre en propre et auquel cas j'ai envie de dire un PIM peut être totalement suffisant pour venir gérer la donnée produit et venir finalement alimenter les différents systèmes. Et c'est très différent de si vous êtes, je dirais, un commerçant avec une composante plus complexe comme voilà, de la marketplace, de l'activité wholesale et de l'activité en marque propre, où là finalement, quelque part, on va devoir trouver des systèmes qui vont opérer un certain nombre qui vont devoir gérer un certain nombre d'opérations qui ne sont pas nécessaires si je gère juste un petit catalogue.
La deuxième, donc, j'ai envie de dire, la complexité du modèle économique est en tout cas une des clés dans le choix de l'urbanisation et des systèmes qu'il faut mettre en place. Je pense que le deuxième, finalement, la deuxième composante, elle est liée à la volumétrie du catalogue qu'on va traiter. Il est évident que si aujourd'hui vous avez 100 000 articles, que vous traitez 100 000, 200 000 ou 300 000 références, c'est absolument pas du tout la même chose que de venir traiter en volumétrie 10, 15 ou 20 millions d'articles, ou même beaucoup plus, 200 millions d'articles ou 300 millions d'articles comme des plateformes comme Amazon. Donc évidemment, la volumétrie de la donnée que vous allez devoir traiter va forcément directement impacter les choix que vous allez faire en termes d'architecture. Aujourd'hui, pour ce qui est de la Redoute, en tout cas à court terme, l'effort a été principalement mis sur la performance des systèmes, la capacité des systèmes à traiter rapidement des très forts volumes de données. Typiquement, les opérations de déduplication de données qui étaient précédemment effectuées dans notre MDM, aujourd'hui, sont plutôt envisagées en amont dans d'autres systèmes comme Miracle, par exemple. Donc, finalement, on s'adapte aussi en fonction de ce qui apparaît sur le marché, en fonction des opportunités. On redécoupe fonctionnellement le périmètre fonctionnel de chaque outil. Donc, pour résumer, je dirais que le modèle économique, la diversification des modes d'acquisition de données et le volume de données sont des composantes qui sont absolument clés dans les choix d'urbanisation. Je préciserai quand même que le PIM reste une colonne vertébrale absolument clé pour avoir une donnée produit vraiment très bien structurée. Super, merci. Une dernière question. Alors pour ceux et celles qui nous regardent à distance, si vous avez des questions, envoyez-les nous et on transférera auprès des intervenants ou on y répondra directement, évidemment. Est-ce qu'on a une dernière question ou pas? En tout cas, sache qu'à 14 h, on aura un de tes homologues côté L'Oréal qui utilise des standards qui pourra peut-être t'apprendre certaines choses sur comment les marques gèrent les datas avec les distributeurs, que ce soit du monde physique ou en e-commerce. Pas de questions dans la salle? Une fois, deux fois? En tout cas, Marc, je voulais beaucoup te remercier chaleureusement parce que tu es encore fiévreux et je te remercie. Tu n'as pas voulu nous lâcher ce matin pour partager avec tout le monde ton expérience. Je note tes enjeux avec les Galeries Lafayette de vous rapprocher et d'échanger de la donnée en commun. Un PIM à venir, un appel aux marques finalement de partager la data commune pour que tu puisses toi vérifier dans tes référentiels quel est le bon GTIN et quelle est la bonne information, parce que derrière il y a des répercussions évidemment. Voilà, si j'ai tout résumé, ça doit être à peu près ça. Un dernier mot ? Ça me semble bien. Un dernier mot ? Non, merci pour l'invitation. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu être présent avec vous, mais voilà, j'espère que ça aura répondu à quelques questions. Et voilà, en tout cas, je voulais quand même rappeler je pense que ça a bien transparu dans le discours, l'importance stratégique que prend la gestion de la donnée produit. Et je pense que avec l'essor des marketplaces, qu'on voit sur ces dernières années, toutes ces problématiques-là et ces problématiques de normalisation de la donnée produit, d'interconnexion et d'interopérabilité entre les systèmes va devenir de plus en plus prégnante, de plus en plus importante, et d'où l'intérêt particulier à travailler des taxonomies communes, des référentiels communs, pour que finalement l'ensemble du secteur on soit tous gagnants et que le consommateur in fine soit gagnant également. Merci beaucoup, on t'applaudit dans la salle. Et, merci.
Je vais passer la parole à Isabelle Chastel. Tu peux suivre de loin hein, sur notre lien YouTube, bien sûr. Donc Isabelle Chastel, qui est catégorie manager d'équipement de la maison et de la personne chez GS1 France, qui va vous expliquer cette fiche produit ID Fashion. Donc je coupe Teams. À bientôt, Marc. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne journée. On enchaîne sans pause. Voilà, je te laisse. Je vais te donner un micro avec une protection. Je vais changer le mien. Comment? Ah, il marche bien le mien? Ouais, c'est parce que je suis pistonnée. Alors. J'ai pas une grosse voix, alors un volume sonore un peu plus important. Bon, vous m'entendez là? C'est bon? Alors, bonjour à tous déjà. Je me présente. Hop, je le rapproche, ça va là? Donc, je me présente, Isabelle Chastel. Je suis chef de marché équipement de la maison et de la personne au sein de GS1 France. Et j'ai notamment en charge l'animation de la filière mode habillement. C'est une filière qui compte. C'est une filière qui compte 2500 adhérents chez GS1 France, dont 90% de TPE, PME. Quand on parle de filière mode habillement, en fait, en termes de business model, c'est une filière qui connaît depuis quelques années deux grandes tendances, je dirais. Donc d'un côté, on a le marché de l'occasion qui croît très très vite, hein, le marché de la seconde main, évidemment avec une volonté d'avoir des prix très bas pour les consommateurs, avec une tendance, je dirais, de consommer de façon plus responsable. Et quand on parle de mode plus responsable, on pense bien évidemment, on l'a dit ce matin, aux enjeux RSE, aux enjeux de l'économie circulaire. Donc ça va, voilà, et donc les enjeux RSE, on est voilà je dirais que c'est une priorité stratégique pour la filière, avec un engagement de plus en plus fort des marques. Donc on l'a vu par exemple avec Chantel, hein, qui développe un indice énergétique notamment. On le voit avec les consommateurs qui ont un souhait de consommer de façon plus responsable. Voilà. Et aussi puis d'avoir un peu plus de transparence aussi sur les produits. On a également l'évolution du cadre réglementaire, hein, notamment la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà, donc nous, GS1, on travaille on mène des axes de réflexion sur toutes ces problématiques, et notamment avec les fédérations avec lesquelles on est en discussion. Donc voilà, on est en discussion avec elles pour voir comment justement on peut collaborer avec la filière mode habillement, comment on peut répondre justement à l'ensemble de ces enjeux. Je parlais d'une autre évolution du business model de la filière mode habillement, eh bien c'est l'essor du e-commerce. Donc qui représente un peu plus de 15% des ventes. Et d'ailleurs le textile, c'est le premier produit acheté en volume par les e-acheteurs, pardon. Donc voilà, je dirais qu'avec l'effet du Covid, voilà, les ventes n'ont jamais été aussi importantes. Donc il y a un besoin, je dirais, en termes de digitalisation de l'information produit qui n'a jamais été aussi important que maintenant. Voilà, donc ce matin, on a parlé, les intervenants ont parlé d'identifiant unique, de l'importance de l'information produit, d'avoir un langage commun, d'avoir un langage structuré. Donc si je reprends juste, mais j'ai pris quelques notes. Donc par exemple, Chantel qui nous disait j'ai 60 000 fiches à transmettre à 100 clients, donc dans des formats différents, et qui a dû développer du point-à-point avec 6 clients. Donc voilà, c'est des coûts énormes. Galerie Fayette qui nous dit le GETIN, c'est l'identifiant unique, c'est aussi le moyen d'assurer l'encaissement, le prix de vente, de référencer le produit. Donc on parle tous le même langage, on parle tous la même langue, mais pas le même langage. Claire Fashion qui nous disait en fonction des canaux de distribution, eh bien, on n'est pas sur le même langage. Et pour finir, la Redoute qui nous disait, voilà, pour intégrer de nouveaux vendeurs, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois parce que ces vendeurs-là n'ont pas de données structurées. Donc, faire appel à des intégrateurs de flux pour structurer la donnée. Et donc, bien évidemment, ça engendre des coûts. Voilà.
Et ce qu'ils disaient aussi, la Redoute, 20% des demandes au niveau du service client portent sur de l'information produit. Voilà, ça ne porte même pas sur des problèmes de taille, mais sur de l'information produit qui n'est pas forcément à jour. Donc voilà, donc moi je vais aborder avec vous la question de l'identifiant, identifier vos articles pour pouvoir évidemment les commercialiser et pour partager les informations qui sont liées avec vos partenaires. Alors en termes d'information produit, pour les marques, ce sont je dirais des problématiques qu'elles rencontrent. Elles rencontrent des problématiques au quotidien, donc on l'a vu ce matin. Déjà, la première problématique, le client distributeur qui va demander à la marque d'avoir un code unique, un GTIN, donc un Global Trade Item Number, on l'a dit, anciennement le code EN. Ah oui, c'est vrai que j'ai la télé là, pardon, je vous tourne le dos. Chaque client distributeur qui va demander à la marque de remplir son format propriétaire. Donc ça peut être un fichier Excel, ça peut être un PDF, ça peut être je vais sur le portail, la marque va sur le portail du distributeur pour compléter ses informations produits. Et ça peut être, je dirais, autant de fiches produits que de clients, et voire même plus. Parce que le client, il peut très bien vendre ses produits en magasin, donc une fiche produit pour le magasin, et une fiche produit aussi pour le site de vente en ligne. Donc c'est long, c'est fastidieux, et ça engendre aussi des erreurs ça peut engendrer des erreurs de saisie, et donc potentiellement des litiges avec les partenaires commerciaux, donc avec les distributeurs notamment. Donc pour gagner en efficacité, pour gagner je dirais en productivité, les entreprises ont besoin de répondre à ces enjeux-là. Donc le premier enjeu, avoir un code unique et non ambigu pour identifier les produits, d'améliorer le time to market, c'est-à-dire accélérer la mise sur le marché des produits avec des données structurées, des données claires, de faciliter le référencement des produits, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le canal de distribution, et bien sûr d'optimiser la visibilité des produits auprès des consommateurs. Les consommateurs, eux, évidemment, ont besoin d'informations claires, structurées, d'avoir des informations complètes pour pouvoir réaliser leurs achats dans les meilleures conditions possibles. Donc il faut évidemment un identifiant unique et des informations structurées. Alors justement, donc, fort de ce constat-là, donc des problématiques qu'on vient de voir, des enjeux pour la filière est venue nous voir, des entreprises de la filière sont venues nous voir GS1 France il y a environ 3 ans, justement pour collaborer avec nous autour d'une fiche produit standardisée, autour d'un format unique, donc dans l'intérêt collectif, pour représenter à la fois les besoins des petites entreprises, mais aussi évidemment des grosses entreprises. Donc on a travaillé avec la filière sur une offre et une offre pour la filière, une offre dédiée à la filière, qu'on a appelé ID Fashion, ID pour Identification, donc identification, et Fashion évidemment pour la mode. Donc ID Fashion, c'est quoi? C'est une offre, je dirais, en trois volets. ID Fashion, c'est 3 volets. La première, c'est l'identifiant. Donc l'identifiant, vous l'avez compris, le GTIN, donc pour identifier vos produits de façon unique et non ambiguë. Et pour créer vos GTIN, on a mis en place une plateforme qu'on appelle Code Online. Donc c'est un outil qui vous permet de créer vos GTIN et de rendre vos produits, je dirais, visibles auprès de tout un écosystème, puisqu'il y a quelques informations sur ces produits, donc quelques attributs. Et pour aller encore plus loin, on a créé, en collaboration avec un groupe de travail, une fiche produit standardisée, la fiche produit mode habillement, dans laquelle vous allez retrouver des attributs spécifiques à la filière mode habillement. Alors, en fait, on peut résumer, je dirais, ID Fashion de la façon suivante: identifier pour partager les informations. Donc, identifier vos produits pour pouvoir les référencer sur n'importe quel canal de vente, que ce soit en magasin ou en ligne, et pour pouvoir échanger des informations avec vos partenaires commerciaux, entre marques, entre distributeurs et marketplace. Donc, on a mis en place également, donc, ce que je vous disais, une fiche produit standardisée avec un langage commun pour pouvoir échanger des informations structurées, pour pouvoir échanger des informations liées justement à ces GTIN.
Donc, et le GTIN, hein, voilà, ce n'est pas uniquement pour la fiche produit, mais c'est un identifiant qu'on va retrouver aussi dans les commandes, les factures, bon, de livraison électronique, etc. Alors déjà, le GTIN, bon, je vais passer assez rapidement dessus, mais le GTIN, c'est quoi? C'est le code qui se trouve sous les barres du code barre, donc les 13 chiffres, et qui vous permet d'identifier vos produits et de les commercialiser sur Internet. Donc il faut savoir que les marketplaces, depuis quelques années quand même, vous demandent ces codes, ce code-là. Sans ce code-là, vous ne pouvez pas vendre vos produits. Donc ça, c'est, je dirais, c'est l'élément de base. Et si vous avez besoin de vendre vos produits en magasin, vous avez besoin du symbole, donc du code barre. Et pourquoi le GTIN et pourquoi pas un autre code, hein, le GTIN, en fait, c'est un code qui est utilisé depuis maintenant 50 ans dans de nombreux secteurs d'activité, qui est reconnu en fait par le monde du commerce et qui est utilisé en fait dans le monde entier. Et ça vous permet évidemment d'échanger des informations dessus. Et voilà, donc en résumé, le GTIN, c'est un code qui est universel, unique, fiable et efficace. Alors, pour vous aider justement à créer vos GTIN, alors anciennement code EN, si c'est plus parlant pour vous, GS1 a mis en place une plateforme, un outil qu'on appelle Code Online, donc qui permet de créer vos GTIN, qui permet de renseigner pour chaque produit, pour chacun de vos produits, quelques informations clés, des informations de base, comme le libellé du produit, la marque, et ça vous permet aussi de rendre visibles les caractéristiques, les données de vos produits auprès, dans les bases dans les registres GS1, dans les bases de données GS1, et derrière, de donner accès à l'information produit à vos distributeurs. Par exemple, un distributeur qui souhaite avoir accès au GTIN du produit, il va pouvoir aller consulter cette information-là. Voilà. Donc pour les marques, ça vous permet de créer vos produits, vos GTIN en quelques clics. Et ça vous permet aussi de maîtriser l'information produit, de créer l'information et de la mettre à disposition auprès de tout un ensemble d'acteurs, donc que ce soit vos clients distributeurs. Ça peut être des applications, comme on l'a vu ce matin avec Clear Fashion. Donc ces acteurs-là qui ont besoin d'un minimum de données pour pouvoir décrire les produits. Donc ça permet, et côté distributeur, ça vous permet de collecter des informations, des informations de source sûre, puisque c'est la marque qui a renseigné les informations, donc vous êtes sûr que l'information est fiable. Et puis voilà, si vous avez besoin de retrouver le libellé ou le GTIN d'un produit, ça permet de retrouver ce type d'information. Voilà, donc si vous avez besoin de plus d'informations, on a mis en place un guide Mes premiers pas, donc qui explique le fonctionnement, qui explique comment créer ces GTIN. Et sinon, évidemment, il y a la page dédiée à Code Online sur notre site. Là, je vous ai mis un petit exemple. On ne voit pas trop bien. Alors normalement, là, c'est un t-shirt. Moi, je le vois bien sur la télévision, mais bon, il y a un problème de couleur. Donc là, moi, je vois bien le t-shirt. Donc vous avez des informations basiques. Hein. C'est un peu comme une carte d'identité. Imaginez ma photo là, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, par exemple. Voilà, vous avez quelques informations clés sur le produit. Donc, comme une carte d'identité. Donc ça, c'est vraiment des informations de base. Et pour aller plus loin, ce que je disais justement en préambule, en introduction, on a créé une fiche produit fashion, mode habillement, donc qui a été standardisée avec la filière, avec des entreprises de la filière mode habillement et avec GS1 France. Donc ce que je disais, c'est qu'il y a 3 ans, il y a des entreprises qui sont venues nous voir pour travailler sur un fichier, en fait, sur un modèle de données unique, avoir un format unique pour faciliter les échanges d'informations. Donc on a fait ça, ça s'est fait, je dirais, on a recueilli, alors GS1 de notre côté, nous on a accompagné ce groupe de travail, on a permis de faciliter, je dirais, la concertation entre les acteurs. Et ça s'est fait évidemment dans l'intérêt collectif. Donc on a pris en compte les besoins
de toutes les entreprises, hein, de toute taille d'entreprise, depuis la toute petite jusqu'à la plus importante. Et on a accompagné donc ce groupe de travail dans la définition des besoins métiers, dans la définition des besoins, des besoins collectifs. On a apporté notre expertise hein, en termes de standards, expertise technique. Et en fait, ce groupe de travail composé à la fois de marques, de distributeurs, de fédérations et d'offreurs de solutions, je dirais qu'il était assez représentatif finalement du secteur, parce que vous aviez, on a donc dans ce groupe à la fois des entreprises qui représentent le marché du bébé, de l'enfant, de la femme, de l'homme, et puis et des entreprises qui finalement représentent tous les canaux de distribution, hein, puisque on a les grands magasins qui ont participé, on a des acteurs du net qui ont participé. Ah bah oui, on parle. J'ai vu que c'est. En fait, il faut que je le mette comme ça. Au bout d'un quart d'heure, bon. Donc voilà, il y a des entreprises, je dirais, du net qui ont participé. Donc VP, par exemple, on a la Redoute qui a participé. Et voilà, des entreprises aussi, on a des petites entreprises aussi qui ont participé, qui ont représenté les besoins des petits, comme Story Atypique et Akamac. Voilà, donc c'est je dirais un groupe assez représentatif du secteur, des besoins du secteur, et on a été accompagné aussi par la fédération du prêt-à-porter, la fédération française du prêt-à-porter féminin, ainsi que l'Alliance du commerce. Alors la fiche produit fashion, alors c'est mode habillement. C'est quoi? C'est une fiche produit dans laquelle en fait les entreprises se sont mis d'accord sur un ensemble d'attributs. On a 90 attributs dans cette fiche produit, dont 18 données obligatoires. Donc les entreprises, les marques sont évidemment dans l'obligation de transmettre ces données, hein. On a 47 données dépendantes. Alors quand on dit dépendantes, ça veut dire des données qui sont soumises à conditions. Par exemple, moi, je suis une marque, mon produit a une licence, la licence Disney, par exemple, Dora l'Exploratrice, je ne sais pas si c'est Disney, je suis dans l'obligation de transmettre ces informations, puisque ça a une importance, pour le consommateur final, c'est très important d'avoir ce type d'information. Évidemment, si vous n'avez pas de licence, pas besoin de renseigner ce type d'informations, et des informations, optionnelles. Donc on a, dans cette fiche produit, on a des données qui sont communes à l'ensemble des familles de produits, hein, que ce soit des vêtements du haut, du bas, etc. On a des données logistiques, achats, marketing, des données réglementaires. Et dans cette fiche produit, vous avez évidemment des données de base, comme le libellé du produit, le code, le GTN du produit, la marque, etc. Et des données plus spécifiques à la filière mode habillement, comme la composition du produit, donc quel type de matière on a dans le produit, on a la couleur, la taille, voilà, vraiment des données spécifiques à la filière. Et on a aussi défini, ce qu'on parlait de langage commun tout à l'heure, on a donné une définition pour chacun des attributs pour que les entreprises se mettent d'accord sur quel est le sens qu'on donne à tel attribut. Quelle est la définition? On l'a vu ce matin, voilà, alors avoir un langage commun, les entreprises n'ont pas toujours le même langage et ont du mal des fois à s'entendre sur des termes. Donc on a défini ces attributs-là. Donc voilà. Et le fait d'avoir un format unique, ça permet aussi de faciliter les échanges, c'est-à-dire de les rendre aussi automatisables, hein, d'automatiser les échanges, d'améliorer la qualité des données, puisque forcément il y a moins de saisies, il n'y a qu'un seul format, et de faciliter les échanges. Alors, comment déployer l'ID Fashion, donc, à la fois la partie identification, la partie fiche produit. Alors, je dirais, il y a deux étapes dans cette fiche produit. La première étape, c'est la fiche produit de base. Donc on a vu les données communes à l'ensemble des familles de produits, sur laquelle, en fait, on peut vous aider à déployer cette fiche produit. Donc, déjà, déployer l'existant. Donc, c'est la première étape pour vous. Donc, je dirais, pour les entreprises, en tout cas, de la filière textile qui sont là. Déjà, intégrer ces données qui sont essentielles. Donc, vous avez vu, il n'y a pas finalement énormément de données.
Et la deuxième étape, comme l'a dit très bien, je crois que c'était Isabelle Wesbecker, cette fiche produit, elle est évolutive. Donc, on connaît les enjeux, les enjeux RSE. On sait qu'il va y avoir, il y a la loi AGEC, donc qui va vous demander de partager des informations avec vos partenaires, avec vos fournisseurs, que ce soit de rang 1, 2, 3. Donc des données, des informations de type recyclabilité du produit, taux de matière recyclée, etc. Voilà, donc c'est des informations qu'on va pouvoir intégrer dans la fiche produit dans un second temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est aussi en discussion avec les fédérations. Et voilà, donc la deuxième étape, c'est de collaborer avec vous pour justement la faire évoluer. Voilà, donc, et puis après, bien sûr, on a toute une équipe chez GS1 qui est à votre écoute et qui est là pour apporter des formations, du conseil si besoin. Et, voilà. Et puis on peut aussi aider les distributeurs à embarquer leurs fournisseurs dans l'intégration de ce modèle de données, de cette fiche produit. Voilà, donc si... ah oui, et bien sûr, j'allais oublier aussi, on a bien sûr les offreurs de solutions qui sont aussi là pour vous accompagner. On a mis en place une marketplace, donc un site qui vous met en relation avec des offreurs de solutions. Donc nous, on a identifié des offreurs de solutions qualifiés sur la fiche produit. Donc qualifiés, ça veut dire qu'ils sont conformes aux standards GS1 et qui peuvent vous aider à mettre en œuvre la fiche produit et notamment à automatiser les échanges. Avec notamment le GDSN, donc je vous donne juste l'acronyme, pour Global Data Synchronization Network, qui vous permet d'avoir des mises à jour automatisées, de transmettre des fiches produits de qualité avec des informations fiables. Donc vous avez, je pense, quelques offreurs, vous avez des offreurs spécialisées en fiches produits qui sont dans les pièces à côté. Donc voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, l'automatisation des échanges ou la fiche produit, l'identification, n'hésitez pas. Même si vous avez des questions là, je peux prendre les questions. Oui, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Petite question, est-ce que la fiche produit existe en format URL pour que potentiellement on puisse en créer un lien et le mettre dans un QR code en fait, pour que le consommateur final puisse accéder à la fiche produit via un scan de QR code? Alors, la fiche produit, je dirais en fait, nous on l'a fait, c'est un modèle de données sous version pour l'instant Excel, mais après vous pouvez la transmettre en fait de la façon dont vous souhaitez, si vous pouvez mettre très bien un lien URL. Et d'ailleurs dans la fiche produit, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a aussi évidemment des photos, des images du produit, et ces images vous pouvez justement les transmettre via un lien URL justement. Voilà, donc après, ça peut être aussi d'autres types de documents que vous pouvez transmettre aussi à vos partenaires. Mais oui, on peut Après, ça dépend de comment vous souhaitez l'échanger. Il y a plusieurs façons d'échanger, mais ça, c'est aussi propre aux entreprises. Et, voilà. D'autres questions ? N'hésitez pas. Et puis, si vous n'avez pas de questions sur le moment, de toute façon, on se tient à votre disposition. Vous pouvez aller voir aussi mes collègues qui sont, je ne sais pas si on a un stand, une table, on doit avoir une table. À l'entrée, voilà. Peut-être juste pour compléter, pour répondre à monsieur aussi, on a un standard chez GS1 qui s'appelle Digital Link. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. En fait, c'est un QR code que vous allez pouvoir mettre sur votre produit. Et selon le métier qui scanne ce QR code, que ce soit logistique, magasin, en rayon consommateur, il aura l'information que vous voudrez bien lui pousser. Voilà. Donc, avec la même URL, vous scannez un code unique et il y aura plusieurs usages. Voilà. Donc, ça, c'est possible. Donc, je vous invite à revenir vers nous à ce sujet si vous avez des questions, mais ça pourra servir aussi bien du coup les métiers logistiques que retail, que marketing. C'est un petit peu une URL magique, quoi. D'ailleurs, il y a des entreprises qui commencent à déployer oui, tout à fait, ce standard. Ouais.
Voilà, on ne peut pas encore les citer, mais oui. Je travaille dans la mode et ma question concerne effectivement le marché du resell et de la seconde main. Quelle est votre réflexion justement donc effectivement, j'étais yen sur un produit neuf, mais la question, comment on le transpose sur un produit de seconde main, troisième main? Enfin, c'est quoi votre réflexion? Comment vous pouvez accompagner les marques sur ça? Bien, c'est une bonne question parce que vous n'êtes pas, je dirais, la seule entreprise à nous l'avoir posée. C'est vrai que ça pose des questions parce que voilà, quand on revend un produit de seconde main, bien souvent il n'y a plus l'étiquette, il n'y a plus le code. Donc qu'est-ce que fait les entreprises quand c'est comme ça? Elles recréent un code. Après nous, chez GS1, on n'a pas encore mis en place de règles de codification sur le sujet parce que c'est un sujet qui est nouveau et c'est un sujet sur lequel on est en train de réfléchir, de voir comment on va faire. Hein. C'est un peu comme les pièces détachées, qui est un gros sujet aussi. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose. C'est un sujet collectif qu'on mène avec les entreprises, avec les fédérations, pour voir justement comment résoudre cette problématique-là. C'est vrai qu'un vêtement sans étiquette, sans code barre, sans code, c'est du coup pour retrouver le code, c'est compliqué. Oui, pour compléter, en fait, et puis c'est pas GS1 qui va répondre à votre question, c'est vous, tous les acteurs de la filière sur les sujets seconde vie et comment je remets un code ou pas. C'est pas à nous de le dire, en fait, c'est à vous de le dire. Entre distributeurs, fabricants original du produit, etc. Parce que derrière, il y a des enjeux comme le disait les Galeries Lafayette, oui, mais si j'ai la boutique qui vend le produit en neuf d'un côté de mon magasin et en seconde main de l'autre côté, comment je vais pouvoir attribuer la vente à l'un ou à l'autre. Sur d'autres types de produits, il y a des fabricants qui nous disent oui, mais non, la garantie s'applique plus si c'est l'usine de reconditionnement qui met sa propre batterie à l'intérieur du produit, etc. Donc je veux pas du tout que ce soit mon code. Enfin, voilà, on a plein de retours là, ça s'affole un peu de tous les côtés. Donc quand on dit que c'est un sujet chaud, c'est plus que chaud. Il y a un vrai besoin, ça se sent. Venez vers nous, on va créer des groupes, on va vous écouter, on va créer Mais c'est avec vous qu'on crée les standards et les réponses à donner selon les besoins métiers, les impacts qu'on n'imagine même pas derrière. Donc on peut pas les faire tout seul, mais avec plaisir. Voilà, donc c'est pas un sujet qui est spécifique seulement à la mode, mais vraiment là à de nombreux secteurs d'activité comme les produits électroniques, les produits high-tech, etc. Donc voilà. Donc c'est bien avec vous, voilà, qu'on fait les standards et donc on ouvrira une communauté d'intérêt sur ce sujet-là. Je regardais juste un œil sur le timing, on est encore bon, il y a encore 10 minutes. Une question des Galeries Lafayette. En fait, je me posais la question sur cette fameuse fiche article standard. Est-ce qu'il y a un attribut, je ne la connais pas vraiment, mais est-ce qu'il y a un attribut justement sur ce critère de seconde main? Est-ce qu'il y a une date de création? Est-ce qu'il y a une première main, seconde main? Est-ce que c'est quelque chose Alors non, parce qu'au moment où on a lancé le groupe de travail, c'était pas encore tout à fait des sujets tout à fait matures. On a d'abord, le groupe de travail a surtout réfléchi aux données, je dirais, basiques, aux données essentielles, dans un premier temps à échanger. Et pour l'instant, non, il n'y a pas d'attribut sur la seconde main. Mais je dirais, comme elle est évolutive, la fiche produit, c'est un critère, c'est un attribut justement à prendre en compte, puisque voilà, c'est un des sujets, c'est une grande tendance pour la filière mode habillement. Donc oui, c'est à prendre en compte, mais c'est pas dedans pour le moment. Oui ? Oui, bonjour. J'ai vu qu'il était fait mention de la RSE. Qu'est-ce qu'il y a comme champ? Est-ce que c'est cross-catégorie et est-ce que c'est ailleurs qu'en France? Alors, pour le moment, ce que je disais, en fait, c'est qu'on est en cours de discussion avec les fédérations. On va le groupe de travail, on le relancera justement pour prendre en compte les critères RSE, d'ailleurs qui ne sont pas forcément bien définis au niveau de la réglementation. Il y a des décrets qui ne sont pas encore sortis. Donc les fédérations, voilà,
elle nous informe régulièrement. Donc, je dirais que ce n'est pas encore pris en compte. Et il y avait la deuxième moitié de votre question. Sur les autres catégories et en dehors de la France, est-ce que ça avait démarré? Est-ce qu'il y avait déjà des échanges pour uniformiser au niveau international tout ça? Ouais. Alors honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait des échanges sur tout ce qui est données RSE, puisque c'est des sujets assez neufs, et d'ailleurs sur lesquels la majorité des entreprises ne sont pas encore prêtes. À ma connaissance, il n'y a pas de groupe de travail au niveau international juste sur les enjeux RSE. Par contre, cependant, il y a beaucoup de discussions. Comme disait Cathy Sellier de Chantel, il y a 2 ans, déjà, on avait organisé une université d'été sur le thème de l'économie circulaire, parce que ça commençait à prendre de l'ampleur. Là, avec la loi AGEC qui va bientôt entrer en vigueur, le 1er janvier 2022, eh bien là, ça va être des contraintes réglementaires fortes qui vont faire que GS1 et tous les acteurs de la filière, et pas que de la filière mode habillement, mais par exemple, on travaille aussi sur l'indice de réparabilité pour les produits high-tech. Hein. Donc voilà, c'est des sujets transversaux et sur lesquels on va collaborer justement avec vous, si vous êtes intéressés. C'est l'occasion. Oui, Patricia. Bonjour, Lisa Perrier, Bayard Consulting. Bonjour. J'ai une question, Isabelle, justement sur la fiche produit HBJO, horlogerie, bijouterie qui est en train d'exister actuellement en POC. Est-ce que ces fiches elles étaient intégrées dans votre fiche ID Fashion ou est-ce que vous avez envisagé de l'intégrer dans les photos travaux chez GS1? Alors oui, comment? Alors oui, je vais répéter la question. Alors on a également, donc chez GS1, on a plusieurs groupes de travail et on a un autre groupe de travail sur tout ce qui est horlogerie et bijouterie. On a travaillé sur un modèle de données, sur une fiche produit unique avec les attributs horlogerie et bijouterie. Et donc ta question, c'est de savoir si on peut intégrer cette fiche produit à la fiche produit fashion, c'est ça? Alors, c'est deux modèles différents. Et sur ces 2 modèles différents, bien sûr, la fiche produit GS1, vous avez des données communes à l'ensemble des secteurs d'activité, à l'ensemble des marchés, hein, comme le libellé, la marque, le GTIN. Et après, vous allez avoir des données spécifiques. Donc là, pour la mode habillement, on a travaillé sur des données spécifiques. Et sur l'horlogerie et bijouterie, c'est pareil, on a travaillé sur des données spécifiques. Et quand on parle de fiches produits mode habillement et accessoires, on n'est pas sur les accessoires, comment dire, montres, et les accessoires textiles. Hein. Par exemple, le foulard, l'écharpe, voilà, ce sont des accessoires textiles. Je pense que c'était peut-être aussi par rapport à ça ta question, parce qu'on avait intitulé le groupe de travail mode habillement et accessoires. Non, la fiche produit horlogerie, bijouterie, c'est un autre modèle de données. Voilà. D'ailleurs, qui est en cours de test. Parce que je pensais justement à un distributeur tel que Printemps et Lafayette, qui vont peut-être au Ravessois, qui sont acteurs du secteur et qui, ces 2 fiches, je pense qu'ils sont complémentaires et que potentiellement beaucoup de brands, des marques vont vendre des habillements, mais bien sûr également tout ce qui est accessoires, bijouterie, horlogerie. J'ai pas tout bien entendu, mais oui, les Galeries Lafayette vendent aussi ce type de produits et évidemment, c'est des informations dont ils ont besoin pour alimenter leur système d'information, leur référentiel. Oui. Je vais peut-être me rapprocher un petit peu. Non, je pense que même s'il est en train de tester la fiche produit horlogerie bijouterie, c'est très important qu'il soit pris en compte. Et ces 2 groupes de travail, habillement et HBJO, travaillent ensemble parce que typiquement, il y a des marques qui fabriquent les habits, mais également tous ces accessoires. Dans l'horlogerie, des bijoux ou des montres. Donc, pour moi, c'est complémentaire. Et notamment parce que ce sont les mêmes partenaires, donc les mêmes clients, tels que Galeries Lafayette le Printemps, etc. Oui, tout à fait. Il y a évidemment l'horlogerie bijouterie et la mode habillement. Vous avez des partenaires communs. Hein. Les Galeries Lafayette font plusieurs, ou la Redoute vendent ces types de produits-là. Donc, quand on travaille, on a un nouveau groupe de travail, on prend en compte aussi l'expérience, on prend en compte ce qui a été fait dans les autres groupes de travail, sur les autres modèles de données, pour voir comment telle et telle données ont été définies, comment c'est géré, parce que dans les fiches produits, il y a des règles de gestion.
Donc oui, ce qu'on fait dans un groupe de travail est complémentaire par rapport à un autre. On se sert de l'expérience de ces groupes pour alimenter les travaux de d'autres groupes, bien sûr. Et surtout que ces familles de produits, évidemment, il y a des similitudes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Encore, je crois qu'il y a peut-être encore 5 minutes par rapport au timing. Bon, bah écoutez, je vais laisser Paul conclure. Merci beaucoup Isabelle. Cette session était vraiment intéressante. Il y a deux choses qui nous marquent. La première, c'est les questions, surtout les questions que vous avez eues là maintenant et des questions qu'on a pu avoir pendant la première pause avec certains d'entre vous sur l'existant, sur ce que Isabelle vient juste de présenter avec l'offre ID Fashion qui est prête et qui est à la disposition des entreprises pour la mise en œuvre. Ce qui nous semble important, c'est que tout le travail de standardisation que les professionnels ont fait puisse être accompagné d'une phase de déploiement avec ces mêmes acteurs et les autres acteurs qui souhaiteraient rejoindre la démarche par un des moyens qu'on souhaiterait mettre en place avec vous, c'est une communauté de déploiement qui serait largement ouverte et qui permettrait aux acteurs de s'approprier davantage le sujet, de préparer et de mettre en œuvre les conditions de succès du déploiement entre les parties prenantes, notamment entre les marques, les fabricants, les distributeurs, les revendeurs, etc. Donc ça, c'est le premier point, une sorte de call to action qu'on aimerait vous proposer, c'est créer ce moyen de communauté de déploiement pour lancer, accompagner et monitorer le déploiement de cette offre. Donc si évidemment il y a des réactions, on pourra en discuter tout à l'heure et le faire assez rapidement d'ici fin novembre. Donc si on est d'accord, prenons date pour faire cette communauté. Deuxième point, c'est ce qui a été soulevé par Madame et par d'autres personnes à la pause également sur en quoi le langage GS1, l'identification GS1 peut être utile au marché de la seconde main, au marché de l'occasion, etc. Et vous avez vu par les réponses qu'on vous a apportées que le système GS1 avait été créé il y a 50 ans pour s'occuper déjà de la première vie du projet. Là, ce sur quoi vous réagissez aujourd'hui, c'est d'avoir des règles pour aller plus loin et gérer davantage de choses, notamment liées à la deuxième vie, à l'occasion, etc. Et il va falloir qu'on bâtisse ça ensemble. Le système GS1, au global, à l'international, doit évoluer par rapport à vos problématiques et en concertation et en consensus par rapport à vos besoins pour que de nouvelles règles ou des règles existantes évoluent pour permettre d'apporter des réponses et d'entrer en phase avec vos besoins métiers. Et donc ça, c'est deuxième call to action qu'on vous propose. C'est une démarche qui ne nous est pas inconnue parce que ça fait quelques mois qu'on est en phase d'analyse avec certains d'entre vous des besoins, des problématiques à résoudre. Donc on va se donner jusqu'à la fin d'année pour essayer de bien analyser ça ensemble. Et à partir de 2022, de vous proposer une démarche, d'enclencher une démarche au travers, encore une fois, d'une communauté d'intérêt qui permettra à tous les acteurs, de façon très transverse, horizontale, cross-filière, etc., de se retrouver sur cette problématique. Et à l'international, il y a une démarche qui s'initie aussi au niveau GS1 international. Donc ça nous permettra aussi de vous connecter à cette initiative et puis de faire le lien entre le local et l'international de manière à ce que vous bâtissiez avec vos pairs à l'international des règles qui soient de fait globales et applicables à vos problématiques. Donc ces deux points-là, une communauté de déploiement pour accompagner l'ID Fashion et puis le travail de collaboration et de co-construction qu'on va lancer après la phase d'analyse début 2022 pour vous permettre de collaborer sur les sujets. Est-ce que globalement ça vous conviendrait cette façon de faire sur l'existant et la création et l'évolution de demain? Quelques têtes sont hochées. Il est temps d'aller déjeuner. C'est compliqué pour vous de vous positionner, mais voilà, ça nous semble important déjà de vous partager, de vous donner de la visibilité sur la façon dont nous on imagine comment servir ces besoins-là. Isabelle, je te donne le relais et bon appétit à tout à l'heure. Merci. Merci Paul.
Merci à toutes et tous en présentiel ou à distance de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans 1 heure, le temps que vous alliez déjeuner. À 14 h, une table ronde avec L'Oréal et Cdiscount. Et puis à 15h30, vous j'aurai le plaisir d'échanger avec Cockpit Lab sur comment le GTIN de votre produit vous aide à vous conformer aux exigences fiscales sur les marketplaces. Merci à tous et à tout à l'heure.